Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Le sujet du jour, les stratégies d'assurance personnelle et corporative. On abordera trois stratégies différentes. Je vous préviens dès le début qu'il ne sera pas nécessaire de prendre des notes, puisque comme d'habitude, la présentation sera disponible sur notre site Internet pour une réécoute par la suite. Encore une fois, on peut s'entendre sur une chose toute simple au niveau de la gestion de patrimoine. Il est important de protéger son patrimoine lorsqu'on essaye de le bâtir pour le futur. Mais l'assurance, c'est un besoin, mais pas un besoin pour tout le monde. Donc, ça dépend des situations, ça dépend de votre profil, mais c'est quand même intéressant de savoir ce à quoi on a accès et dans quelle situation cela pourrait faire du sens. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'heure du jour, on va commencer par une petite introduction. Et puis ensuite, on discutera donc de 3 stratégies. Il en existe plusieurs, beaucoup plus que 3, mais aujourd'hui, je voulais qu'on se concentre sur 3 stratégies. La première va être l'assurance vie universelle. Ensuite, on va regarder la rente assurée. On va la regarder du côté personnel. Puis ensuite, on va regarder le bon patrimonial qu'on regardera du côté corporatif. Donc, je voulais préciser que toutes ces stratégies peuvent se faire vraiment à partir de fonds personnels comme de fonds corporatifs. Donc, quand je dis corporatif, c'est compagnie opérante ou bien compagnie de gestion. Pour être sûr de répondre à tous les profils, pour chaque stratégie, je vais d'abord aborder un petit peu la théorie donc en mots, puis ensuite on essaiera d'illustrer la stratégie, puis de terminer par des exemples chiffrés. Alors, sans plus tarder, les 3 piliers de l'assurance vie. Avant de rentrer dans les détails de la stratégie, je pensais bon de rappeler les 3 piliers sur lesquels se base cette stratégie. Le premier pilier, c'est tout simplement que la prestation d'essai en assurance est toujours versée libre d'impôt aux bénéficiaires. Donc, que ce soit que le bénéficiaire soit votre succession, votre conjoint, votre enfant ou votre entreprise. Le deuxième pilier de l'assurance vie, c'est qu'au décès, contrairement au placement, donc la différence entre le produit de l'assurance, donc le capital d'essai, et les primes payées n'est pas considérée comme un gain ou un revenu. Ça va seulement être le cas quand on va faire un retrait partiel, donc au courant au courant de la couverture du vivant. Si on fait un retrait, là, à ce moment-là, il y a des considérations fiscales, mais vraiment au décès, là, il n'y a pas cette considération. Donc, on reçoit le capital d'essai vraiment net d'impôt. Le troisième pilier qui va être intéressant, surtout du côté corporatif, en fait, c'est qu'au décès de l'assuré, l'assurance vie va permettre de créditer le CDC de l'entreprise et d'utiliser la fonction principale, en fait, du CDC, qui est de verser un dividende libre d'impôt aux héritiers, dans ce cas-ci notamment. L'assurance vie comme classe d'actifs, donc c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les concepts. C'est vrai qu'on peut vraiment considérer l'assurance vie comme classe d'actifs, tout simplement parce qu'on est capable de calculer le rendement d'une stratégie. Puisqu'on sait que les primes sont garanties, on sait que le capital peut être garanti également, on va être capable donc en illustrant une stratégie d'aller déterminer quel est le taux de rendement de la stratégie et de le comparer à d'autres classes d'actifs. Souvent, on considère aussi l'assurance vie comme une alternative au revenu fixe. Donc là, la façon d'illustrer, c'est simplement de regarder les rendements. Là, on voit sur les courbes le rendement des différentes classes d'actifs depuis 1995. Puis quand on regarde la courbe jaune et la courbe verte, donc la courbe jaune, c'est le taux d'intérêt du barème des participations des contrats de vie entière de la Sun Life. Et la courbe verte, c'est la courbe des taux de rendement des obligations 10 ans du Canada. On voit que la forme est similaire au niveau de la forme de la courbe. Tandis que si on regarde la courbe rouge, qui est vraiment les actions canadiennes, le S&P TSX, on voit qu'il y a une plus grande volatilité. Donc, quand on regarde l'assurance vie comme classe d'actifs, si on veut la comparer à une classe d'actifs qu'on connaît déjà, une classe d'actifs existante, ce serait plutôt le revenu fixe. Maintenant, je voulais vous montrer quelques chiffres au niveau des rendements historiques. Donc, une chose, encore une fois, on regarde les contrats d'assurance vie de la Sun Life, les contrats de vie entière, puis le taux de participation. Donc, les participations, on sait que ce n'est pas garanti, mais c'est relativement stable. Puis les chiffres illustrent bien quand on regarde le rendement sur 1 an, 5 ans, 10 ans, 25 ans, on reste toujours autour de ce 6-7 même sur une période de 25 années. Maintenant, au niveau des stratégies d'assurance, les 3 que je vais vous présenter aujourd'hui rentrent chacune dans les 3 catégories. Donc,
Quand on regarde les stratégies d'assurance, on peut les résumer dans ces 3 catégories-là. Donc, une catégorie qui va être des stratégies qu'on va utiliser pour protéger le patrimoine. Il y a des stratégies qu'on peut utiliser pour donner accès, en fait, à des revenus, à de l'actif supplémentaire. Donc, souvent, c'est au niveau de la planification de la retraite. Et il y a des stratégies qu'on utilise quand on regarde un petit peu plus vers la fin, donc au décès, au niveau du transfert successoral. Bien entendu, chacune de ces stratégies va toujours augmenter la valeur du patrimoine. Ça, c'est vraiment un des buts de l'assurance vie en premier lieu, mais on peut quand même les catégoriser dans ces 3 groupes-ci. Alors, on va commencer avec la première stratégie qu'on va regarder aujourd'hui. Ça va être l'assurance vie universelle qu'on avait regardé brièvement la dernière fois quand on avait présenté les différentes classes d'assurance vie notamment. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail puis on va voir comment on peut l'utiliser. Donc, l'assurance vie universelle, ça répond à des besoins d'assurance permanents, bien évidemment. Donc, des besoins d'assurance qu'on va avoir tout au long de notre vie. Elle va permettre de protéger le patrimoine et au décès, elle va empêcher en fait l'impôt ou les dettes de venir gruger dans l'héritage, dans le patrimoine successoral. Et une chose importante à vous préciser, c'est que l'assurance vie universelle, quand on regarde les besoins permanents d'assurance, c'est celle qui va être la plus abordable. Alors, utiliser l'assurance vie universelle comme stratégie, en fait, c'est tout simplement de souscrire une assurance vie universelle et de bénéficier de la caractéristique principale de ce type d'assurance, qui est en fait qu'il y a un compte de placement qui est associé. Donc, dans ce compte de placement, vous avez le droit de placer de l'argent qui va être fructifié à l'abri de l'impôt. Donc, ce qui fait que si vous utilisez ce compte, vous serez en mesure, en fait, de léguer une valeur successorale qui va être plus importante au décès. Il y a beaucoup de flexibilité au niveau des comptes d'investissement. On peut se poser la question, c'est relativement flexible. Les compagnies d'assurance offrent une gamme de fonds qui sont disponibles qu'on peut mettre à l'intérieur de notre police. Donc, vous pouvez l'ajuster en fonction de votre profil d'investisseur, vraiment de conservateur à quelque chose de très agressif. En termes de croissance à l'abri de l'impôt, il est important aussi de préciser que, tout comme les REER, tout comme les CELI, bon, le gouvernement aime bien nous donner quelques avantages, mais il y a toujours des limites. Donc, même chose, comme le REER, comme le CELI, on peut faire fructifier à l'abri de l'impôt, mais il faut faire attention parce qu'il y a des montants maximaux. Donc, c'est des montants qui sont fournis par l'assureur à chaque année. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise, on le sait d'avance, mais il faut quand même faire attention à ne pas dépasser ces montants-là parce qu'une fois qu'on les dépasse, les sommes sont passées dans un autre compte qu'on va appeler le compte auxiliaire. Et là, à ce moment-là, il y aura de l'imposition. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a souscrit notre assurance vie universelle? Donc, on va commencer à faire des dépôts. Donc, on va verser des dépôts de façon mensuelle ou annuelle à l'assureur. Donc, l'assureur va recevoir ces dépôts-là, puis il va enlever les frais de dépôt qui sont affectés au compte de la police. Là encore, pas de surprise au niveau des frais, c'est des montants qui sont connus à l'avance. Une fois que les frais de dépôt ont été soustraits, l'assureur va soustraire les coûts de l'assurance. Donc, vraiment, combien ça coûte de vous assurer. Il va soustraire aussi les frais de placement. Donc, même chose que vous placez votre argent avec nous, il y a des frais qui sont associés à ces placements-là. Et la balance, ce qui reste, va être attribué au compte de placement. Et c'est là que la croissance à l'abri de l'impôt va commencer à se faire. Donc, ça, c'est vraiment ce qui se passe du côté du vivant. Donc, à chaque année, ça va être le même processus. Au décès, euh, il y a plusieurs options au niveau des vies universelles, mais la façon vraiment la plus simple, c'est que vos héritiers vont recevoir le capital décès libre d'impôt, donc le montant d'assurance qui a été souscrit, plus la valeur du compte de placement. Donc, tout ce qui a fructifié pendant le nombre d'années où vous étiez couvert, pendant le nombre d'années où vous avez épargné dans le compte de placement, plus le montant d'assurance, c'est tout ça qui va être versé libre d'impôt à votre succession ou à vos héritiers directement. Le résultat, il est assez évident. C'est vraiment une protection d'assurance vie et la possibilité d'accumuler des sommes à l'abri de l'impôt, comme on pourrait le faire dans son REER ou dans son CELI. Les avantages de l'assurance vie universelle, il y en a plusieurs. Je voulais quand même en passer quelques-uns. Bon, le plus qu'on vient de voir, évidemment, c'est le fait que vous êtes capable là, de protéger en fait le patrimoine au niveau du décès puis de maximiser en fait la valeur de ce patrimoine-là. Je pense qu'il est important de rajouter que la couverture, elle est modifiable en fonction des besoins. Donc, en cours de route, si on veut réduire la protection, si on veut l'augmenter, si on veut rajouter de l'assurance temporaire,
Et même si on veut décider à un moment donné de ne plus payer les primes, donc de ne plus payer le coût de l'assurance, si la valeur du compte de placement est assez importante, l'assureur va simplement aller continuer de puiser dans le compte de placement pour payer l'impôt. Donc, c'est le cas pour plusieurs de nos clients qui ne payent plus directement les primes de leur contrat de vie universel. C'est vraiment les primes qui se puisent à l'intérieur du compte de placement. Donc, les polices sont un petit peu libérées en quelque sorte. Un autre avantage, même si ce n'est pas une recommandation en soi, c'est qu'il est quand même possible d'aller retirer les sommes du compte de placement au besoin. La raison pour laquelle je ne le recommande pas de retirer en cours de route, c'est tout simplement parce qu'il y a de l'impôt à payer. Donc, les retraits, comme je vous l'expliquais plus tôt, ils sont imposables. Puis, dans ce cas-ci, il ne s'agit pas d'un gain de capital. En assurance, quand on fait un retrait, la survaleur de rachat, on est vraiment imposé comme du revenu. Donc, l'assureur va faire en fait le calcul entre la valeur de rachat du contrat et le coût de base rajusté, puis on va être imposé à 100% sur ce revenu-là. Pour éviter d'être imposé, si on veut vraiment accéder aux sommes, il y a deux autres façons d'accéder à ces fonds. La première, c'est de faire une avance sur police. Donc, c'est de transiger directement avec l'assureur qui va prêter une portion donc, du compte de placement avec intérêt. D'accord? Et on aura la possibilité de rembourser l'avance en tout temps ou de ne jamais la rembourser. Si on ne la rembourse jamais, ce qui va se passer au décès, c'est que le capital d'essai va vraiment juste être réduit du montant de l'avance qu'on a fait. La deuxième façon d'accéder au fonds sans être imposé directement, c'est de céder le contrat en garantie d'un prêt ou d'une marge de crédit. Donc, les conditions vont varier en fonction de votre profil, en fonction de la banque qu'on choisit. Je pense que ces deux options-là sont un petit peu plus intéressantes que de faire un vrai retrait. Et puis surtout, en fonction des taux d'intérêt, l'impact peut aussi varier. Une dernière chose à préciser, c'est que si on emprunte, donc on fait une avance sur police ou qu'on emprunte ou qu'on garantit notre police en échange d'un prêt ou d'une marge de crédit, si c'est pour faire de l'investissement, donc que ce soit des placements ou de l'immobilier, les intérêts vont être déductibles. Donc ça rend la mécanique encore plus intéressante d'un point de vue fiscal. Donc, en bref, maintenant qu'on a vu la théorie, j'aime bien cette image qui résume un petit peu la stratégie de vie universelle. Donc, on voit vraiment le dépôt qu'on fait au niveau du contrat. Les frais de dépôt sont déduits. L'argent est placé dans le compte de la police. L'assureur va venir prélever le coût de l'assurance et les coûts de gestion des placements. Et ensuite, on bénéficie vraiment d'une protection d'assurance et parallèlement de l'argent qui fructifie à l'abri de l'impôt. Donc, c'est aussi simple que ça. En termes de chiffres maintenant, j'ai illustré avec l'assureur Ivari. C'est une illustration qui est assez conservatrice, donc j'ai considéré un dépôt additionnel de 1 000 $ supplémentaires en plus du coût de l'assurance par année. Et j'ai illustré le compte de placement à 3,75% de rendement, donc un compte équilibré assez conservateur, surtout si on regarde la durée d'investissement. Donc, c'est un homme de 40 ans qui a souscrit un capital d'essai initial de 250 000. Et avec l'assurance Ivari qu'on illustre ici, il y a des bonis qui sont versés par l'assureur. Donc, ça vient bonifier en fait le rendement qu'on obtient sur les placements. Ces bonis-là sont garantis dans ce cas-ci. Donc, notre homme de 40 ans fait fructifier ses dépôts additionnels de 1 000 $ par année, en plus de payer sa prime de 2 281 $. OK? Donc, on regarde ici le nombre d'années de couverture, on voit l'âge de l'assuré. Ça, c'est vraiment une illustration, là, c'est un cas réel. On voit la valeur du fonds qui évolue avec le temps et on voit la prestation de décès ici qui évolue également. Donc, quand on fait le sommaire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à 85 ans, on a un capital d'essai de 420 000 $, 473 000 pour 90 ans et 625 000 $ pour 100 ans. Ça inclut le capital d'essai initial de 250 000. Donc, les sommes ici, c'est vraiment le 250 000 plus le 1 000 $ qu'on a mis à chaque année à 3,75% plus les bonus. Donc, on voit qu'il y a vraiment une majoration au niveau de la stratégie du fait d'investir à l'abri de l'impôt dans le compte de placement de la police. Donc, on est en mesure de déterminer le taux de rendement, comme je vous l'avais précisé plus tôt, de la stratégie. Donc, tout simplement parce qu'on sait qu'on a nos primes qui sont constantes, on connaît le capital d'essai quand on l'illustre à l'avance et on voit qu'à 90 ans, le rendement sur le capital d'essai est de 3,70% net.
Donc, on peut tout de suite faire le lien avec la portion revenu fixe d'un portefeuille de placement. La rente assurée maintenant. Le concept de rente assurée, tout à fait différent. C'est que c'est un produit qui est assez particulier parce qu'il y a des conditions particulières pour que ça fasse du sens et il faut avoir aussi un profil particulier pour que la stratégie fasse du sens. Mais c'est bon de savoir que ça existe, donc je tenais quand même à vous la montrer aujourd'hui. Donc, on va regarder la rente assurée personnelle. À qui elle correspond, c'est un particulier, un homme, une femme de 60 ans ou plus, pour que les chiffres fassent du sens. Il faut disposer d'un capital accidentaire horaire. Donc, quand je dis ça, c'est vraiment d'avoir un compte marge, d'avoir de l'argent non enregistré. Le but, c'est d'augmenter donc les revenus nets à la retraite tout en minimisant les impôts. On veut tout ça. Et c'est d'avoir une tolérance au risque qui soit assez faible parce qu'on va vraiment aller chercher une portion du revenu fixe. Donc, c'est d'avoir quand même assez d'actifs en revenu fixe pour que la stratégie fasse du sens. Donc, à quel problème la rente assurée va répondre? Le défi, c'est que quand on est à la retraite et qu'on retire de nos placements, on va être imposé sur le revenu fixe. Puis, au décès, on est supposé vendre tous nos biens à leur juste valeur marchande. Donc, l'impôt va venir diminuer la valeur de notre héritage également. On met en place cette stratégie. D'une part, on va chercher l'argent dans la portion de revenus fixes du portefeuille. On achète une rente viagère. Dans une rente viagère, les revenus sont garantis à vie. Puis on va acheter aussi ce qu'on appelle une rente viagère prescrite. De l'autre côté, on va prendre une assurance vie du même montant du capital qu'on allait chercher dans le portefeuille de revenus fixes. Donc, on prend 250 000 par exemple du portefeuille de revenus fixes, on le donne à l'assureur qui nous donne une rente viagère. Par la même occasion, on souscrit une assurance vie de 250 000 aussi pour venir protéger le patrimoine. Que se passe-t-il ensuite? Donc, avant le décès, tout au courant de la vie, on reçoit des revenus garantis de notre rente viagère prescrite. Donc, prescrite, c'est important dans ce cas-ci parce que ça va nous permettre en fait d'être en mesure de déterminer la portion d'impôt qu'on va devoir payer sur les revenus de rente qu'on reçoit. Donc, prescrite, c'est que l'intérêt et le capital vont être uniformisés pendant toute la durée de la rente. Puis ça, c'est un avantage au niveau fiscal. Au décès, ce qui se passe, c'est que le capital décès est versé aux bénéficiaires. Donc, en fait, on vient remplacer le 250 000 qu'on a pris dans les placements et qu'on a utilisé pour recevoir les revenus de rente. Le résultat, c'est un revenu régulier donc qui va être plus important au courant de la vie et le capital initial qui va être préservé en fait à la succession. Donc, c'est pour ça qu'on parle de rente assurée parce qu'on a reçu des revenus, on a eu une rente, mais en même temps, on a assuré le capital, on a assuré le patrimoine. Il y a plusieurs avantages, encore une fois, à cette stratégie-là, surtout du fait que les rentes sont des produits qui sont assez flexibles. Donc, le premier, tel que mentionné, c'est que les revenus sont garantis. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Le deuxième avantage qu'on peut trouver, si on fait une planification peut-être un petit peu plus familiale, on est capable d'aller chercher des rentes qu'on appelle réversibles. Donc, ce qui fait que le premier décès va survenir et l'assureur va être en mesure, en fait, de continuer les versements de rente à votre conjoint, donc jusqu'au deuxième décès. C'est ce qu'on appelle une rente réversible. Un autre avantage pourrait être, par exemple, de demander une rente garantie. Donc ça veut dire que même si on décède, la rente va cesser, oui, mais le reste du capital va être transmis directement aux héritiers et ce, sans passer par la succession si on nomme un particulier comme bénéficiaire. Un autre avantage dû à la loi sur les assurances, les produits de rente, c'est que toujours il y a une protection contre les créanciers. En ce qui concerne les rentes, il y a quand même des choses importantes à ne pas oublier qui peuvent être des avantages ou des désavantages en fonction de la conjoncture économique. Une fois qu'on choisit notre rente viagère, c'est important de savoir qu'on ne pourra plus modifier le revenu et on ne pourra plus l'annuler non plus. Donc, quand on souscrit une rente viagère, on souscrit une rente viagère. On ne peut pas revenir et dire à l'assureur, non, 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 moi je veux récupérer mon capital, je veux plus de rente. Ça, c'est pas possible. C'est un contrat. Donc, une fois qu'il est signé, il va rester en vigueur pour votre vie durant. La deuxième chose importante sur laquelle j'aimerais vraiment, vraiment appuyer, c'est au niveau des taux d'intérêt. Les rentes, c'est des produits qui sont très sensibles aux taux d'intérêt et
quand les taux d'intérêt augmentent, quand les taux d'intérêt sont élevés, on peut avoir un revenu de rente qui va être bonifié comparé à des situations où les taux d'intérêt sont plus faibles, où là, les illustrations de rente vont être un petit peu moins jolies, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs. Donc, actuellement, comme les taux d'intérêt sont faibles, ce n'est pas le moment le plus idéal pour souscrire une rente, mais je vais quand même vous illustrer la stratégie parce que quand on regarde vers le futur, ben, la perspective, c'est que les taux repartent à la hausse pour la prochaine décennie, donc ça pourra rendre la stratégie plus intéressante dans le futur. Donc, on va regarder ce que ça donne quand on va chercher, par exemple, 250 000 dans le portefeuille de revenus fixes. Sur l'illustration, au niveau de la rente assurée, ce qu'on fait, c'est qu'on va comparer les placements, donc le revenu fixe, à la stratégie de rente assurée ici. Donc, en général, quand on illustre une rente assurée, ce qu'on regarde, c'est qu'on va regarder un rendement de 3 sur le revenu fixe. Actuellement, j'ai été un petit peu plus conservatrice, j'ai mis ça à 2,5 tout simplement parce qu'aujourd'hui, ou en date du début de la semaine, le taux des obligations à 10 ans du Canada était à 1,75, le taux 10 ans. Donc, j'ai utilisé 2,5 ici. Donc, c'est une femme de 60 ans qui souscrit une rente, 250 000 et parallèlement qui va souscrire une assurance vie du même montant, 250 000 En fait, ce n'est pas exactement 250 000, mais 244 000 qu'on va chercher dans les placements pour avoir la rente. Donc, on voit ici que le revenu de rente est de 11 732 brut. On enlève l'impôt, on tombe à 10 664 auquel on va souscrire la prime d'assurance annuelle de 5 000 pour arriver à un revenu net dans les poches de madame de 5 589. Maintenant, si on avait notre portion revenu fixe, donc notre 250 000 qui est placée, on décide qu'on va vivre sur les revenus de notre 250 000, on a un 2,5 notre revenu brut est de 6 252, on soustrait l'impôt, on arrive à un revenu net de 3 346. Donc, quand on compare, on voit que la stratégie de rente assurée vient en fait bonifier le revenu de retraite. Donc, la différence est de 2 244. Donc, il faudrait en fait aller chercher 4,2 sur le revenu fixe pour arriver au même résultat. Donc, c'est là qu'on voit en fait que la stratégie de rente assurée peut faire du sens, surtout pour les gens qui ont beaucoup de revenus fixes dans leur portefeuille, qui ont une tolérance au risque qui va être plus faible et qui vont vouloir vraiment aller faire des retraits année après année sur leur capital. La beauté, c'est que au décès, on vient vraiment remplacer le 250 000 qu'on était allé chercher dans le compte de placement. Donc, notre valeur successorale n'est pas amoindrie par cette stratégie. Elle est même bonifiée, en fait. Donc, ça, c'était pour la rente assurée. Maintenant, le bon patrimonial corporatif. Je pense que c'est ma stratégie préférée. C'est une stratégie qu'on regarde donc d'un point de vue corporatif, souvent avec des compagnies de gestion. Donc, à qui elle convient, c'est un homme ou une femme propriétaire d'une compagnie opérante ou d'une compagnie de gestion. Il est important d'avoir fait la planification de retraite avant d'établir cette stratégie parce qu'on veut être certain que qu'on a des liquidités excédentaires qui ne vont jamais être utilisées du vivant. Parce qu'encore une fois, quand on met en place des stratégies d'assurance, ce n'est pas l'idéal de faire demi-tour puis de changer d'avis en cours de route. On est toujours pénalisé. On ne va jamais s'en sortir sans perdre quelques petites bulles. Donc, bien important de vérifier, on a fait la planification, on sait qu'on a des sous qu'on n'utilisera jamais. À ce moment-là, on peut faire ce genre de stratégie puisque ça va faire du sens. Donc, la volonté, évidemment, c'est de réduire l'impôt sur le revenu de placement de l'entreprise et d'en laisser plus à ses héritiers. À quel problème va venir répondre le bon patrimonial corporatif? En fait, c'est le problème de la double imposition. Donc, c'est un défi parce que ça vient vraiment gruger dans la valeur successorale. Il y a une double imposition au décès quand on est propriétaire d'une compagnie. C'est que la première imposition, quand on décède, on va avoir un gain de capital qui va être imposable dû à la disposition des actions de la personne décédée dans l'entreprise. Puis la deuxième imposition, elle va survenir quand nos héritiers vont venir retirer leur part, leur legs dans l'entreprise. Ils vont être imposés sur leur retrait en dividende. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une double imposition. Comment on met la stratégie du bon patrimonial en place? En fait, on souscrit une assurance vie permanente qui peut être universelle ou entière. Donc, ça, c'est vraiment à la discrétion du client, puis c'est des choses dont on discute. Personnellement, moi, je préfère utiliser des vies entières avec participation. On a vu plutôt que le taux des participations
par exemple, pour la Sun Life, était de 7%, autour de 7% sur les 25 dernières années. Donc, les participations ne sont pas garanties, mais elles sont assez intéressantes, puis elles sont relativement stables. Un client qui va être très conservateur va peut-être préférer que la stratégie soit vraiment garantie, tout bord, tout côté. Là, à ce moment-là, on pourrait avoir accès, par exemple, à des vies universelles. Actuellement, les taux sont à 1,5% pour du garanti à l'intérieur du compte de placement d'une vie universelle. Donc, on assure le propriétaire ou la propriétaire d'entreprise d'un montant d'assurance qui est à la discrétion du client, toujours sujet à discussion, en fonction de la stratégie, puis de la valeur successorale, etc. L'entreprise donc, ou la compagnie de gestion va être à la fois titulaire, donc propriétaire du contrat, elle va être payeur du contrat et elle va aussi être la bénéficiaire du capital d'essai. Donc, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va déterminer la durée de paiement des primes du contrat d'assurance et on va choisir parmi plusieurs options en fonction du type de contrat d'assurance vie permanent qu'on aura choisi. Là encore, au niveau du paiement des primes, moi, je vais privilégier de payer les primes sur une courte durée. Donc, en général, on regarde sur 10 ans, de sorte, en fait, à grossir la valeur de rachat du contrat plus rapidement. Donc, ça va faire en sorte que notre contrat, les valeurs de rachat vont augmenter beaucoup plus rapidement pendant les premières années. Donc, peu importe ce qui se passe au niveau du décès, si c'est un décès qui est prématuré, par exemple, la stratégie va continuer d'avoir tout son sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les 10 paiements ont été faits dans le contrat d'assurance. Les participations ou le rendement fructifient à l'abri de l'impôt à l'intérieur du contrat. Donc, la police prend de la valeur année après année. Au décès, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser un des 3 piliers qu'on a vu plus tôt. Le crédit, en fait, au CDC va être fait par la compagnie d'assurance. Donc, le capital d'essai va être crédité au CDC, déduction faite du coût de base rajusté. Donc, il est important de noter que le coût de base rajusté diminue avec l'âge et donc que si le décès se fait tard, ce n'est pas un montant qui est si important et parfois même quand le décès est très, très tardif, donc après 90 ans, le CBR peut même être nul. Donc, les héritiers vont pouvoir se verser un dividende libre d'impôt et c'est ça qui va permettre, en fait, c'est ça qui donne la beauté de la stratégie, c'est qu'on va augmenter, en fait, la valeur successorale. Donc, le résultat, c'est vraiment qu'on utilise des sommes importantes, mais on va donner une croissance avantageuse fiscalement parce qu'on va être dans un contrat d'assurance vie, donc les sommes croient à l'abri de l'impôt. On a un capital d'essai qui est libre d'impôt également. On a un crédit au CDC qui nous permet de sortir un dividende en capital libre d'impôt et on augmente notre valeur successorale. Ça, c'est la stratégie du bon patrimonial. Donc, il y a d'autres considérations à regarder. Comme on utilise des sommes importantes, il faut vraiment faire attention à cette stratégie, comme je vous l'ai mentionné, d'être sûr que c'est des sommes dont on n'aura pas besoin de notre vivant. Mais si quelque chose arrivait et qu'on a vraiment besoin de ces sommes-là, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Donc, la première chose à faire, c'est tout simplement d'arrêter de faire les paiements si jamais on les a étalés sur toute la vie. La deuxième chose, c'est de retirer donc une portion de la valeur de rachat, de faire un retrait partiel ou même complet. Donc là, ce serait annuler la police. Attention à l'impôt. Une chose avantageuse, c'est si on est dans un contexte de perte d'autonomie, on est capable de retirer les fonds de la police sans que cela déclenche un rachat partiel, donc sans que cela déclenche de l'impôt. Mais attention, la condition, c'est vraiment une perte d'autonomie, donc une invalidité. Puis la troisième option, encore une fois, c'est de céder le contrat en garantie, donc d'une marge ou d'un prêt. Donc même chose, ça nous donne accès aux liquidités. Bien évidemment, faire attention au taux d'intérêt. Puis il y a les différentes conditions par rapport aux banques avec lesquelles on fait affaire. Donc, en image, maintenant, on va regarder ce qu'on fait quand on regarde le bon patrimonial, c'est qu'on compare l'approche qu'on appelle traditionnelle, donc qui est en fait de juste placer les fonds excédents de l'entreprise, à la stratégie de bon patrimonial. Donc, c'est ça qu'on compare quand on lit cette stratégie, c'est qu'est-ce qui fait le plus de sens? Est-ce que je garde l'argent de mon entreprise placé ou est-ce que j'investis dans une police d'assurance vie et je fais en sorte d'aller verser, d'aller créditer le CDC en fait au décès? Donc, on voit bien ici pourquoi la valeur successorale est supérieure. Donc, on a une croissance des fonds qui se fait à l'abri de l'impôt dans le contrat d'assurance. On a un capital d'essai qui est versé libre d'impôt ici.
on a un crédit au CDC qui nous permet de sortir un dividende libre d'impôt et c'est comme ça qu'on arrive à maximiser en fait notre valeur successorale, comparé à l'approche traditionnelle où on a une double imposition ici. Une première imposition due au gain en capital, au décès, puis une deuxième imposition due au dividende imposable que les héritiers vont sortir pour se verser leur legs. En chiffres, maintenant, on est capable d'illustrer la stratégie. Donc, comme je vous disais, on compare toujours l'autre placement, donc l'investissement, à la stratégie de bon patrimoine patrimonial corporatif. Donc, dans ce cas-ci, c'est un homme de 60 ans qui va souscrire une assurance vie entière d'un capital d'essai initial de 250 000 $. Donc, pour grossir les valeurs de rachat plus rapidement, on fait des dépôts de 23 431 $ pendant 10 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compare exactement comme s'il déposait dans son compte marge d'entreprise 23 431 $ pendant 10 ans également. La façon dont on l'illustre, c'est que du côté du placement, on va vraiment regarder un investissement en structure corporative. Donc, on reporte la croissance jusqu'au retrait. Et le bon patrimonial, c'est des participations qui viennent aider à grossir la valeur de rachat. Donc, on a notre capital d'essai initial de 250 000 $. D'un côté-ci, la succession nette, donc du côté du placement à 90 ans, le montant total obtenu est de 451 000. Et du côté ici de la succession nette, du côté du bon patrimonial, le montant est de 673 000. Donc, on l'a vu plus tôt. Je vais essayer de revenir en arrière. Ici, on le voit au niveau de l'âge. Donc, on voit l'âge de l'assuré. On voit ici la valeur successorale nette du côté du placement, donc qui évolue année après année à 4 %. Et on voit ici la valeur successorale nette du côté de l'assurance qui évolue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la ligne ici à 90 ans. Qu'est-ce qui fait le plus de sens au niveau de la valeur successorale nette? Donc, on voit le 673 000 ici et le 451 000 de ce côté-ci. Pardon. Je m'en mêle un peu. Donc, on voit une augmentation de la succession de 222 000 $ à 90 ans et le taux de rendement de la stratégie est de 4,14 %. Donc, c'est ce qu'on fait un petit peu quand on regarde au niveau de l'assurance. Il y a beaucoup de produits d'assurance qui sont sur le marché. Il y a beaucoup de stratégies qui sont intéressantes, mais il est vraiment important de vérifier si la stratégie, premièrement, est applicable à chacun parce qu'il y a plusieurs variables qui rentrent en compte. Il y a l'âge, il y a le bilan financier, il y a la tolérance au risque, il y a l'état de santé, il y a les objectifs. Donc, c'est beaucoup de choses, beaucoup de variables qui fait qu'il est difficile de regarder chez le voisin puis de voir si ça s'applique à nous aussi. Donc, le mieux, c'est vraiment de recourir à nous pour faire l'analyse, puis pour regarder, OK, est-ce qu'il y a des stratégies d'assurance qui pourraient faire du sens pour moi? Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que le marché de l'assurance est assez vaste, il y a des assureurs différents et chaque assureur a un peu des produits qui sont faits à leur sauce. Donc, il peut y avoir des caractéristiques, par exemple, d'une vie entière ou d'une vie universelle chez un assureur qu'on ne retrouvera pas chez un autre assureur. Donc là encore, c'est difficile de comparer ce que quelqu'un dans votre entourage pourrait avoir à ce que vous pourriez avoir, vous. Donc, c'est ce qu'on voulait regarder aujourd'hui. Pour la prochaine présentation, ça va être au mois de mars. Donc, normalement, le dernier jeudi du mois de mars, ça va être Myriam qui va nous présenter au niveau de la planification financière et de retraite. Sans plus tarder, s'il y a des questions, on va pouvoir y répondre. Myriam, est-ce que tu es capable de me confirmer si on a des questions ou pas? Pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Bon, ben c'est parfait. Alors à ce moment-là, je vous souhaite une belle fin de journée et puis de ne pas hésiter là, à nous contacter pour faire l'analyse si jamais vous êtes intéressé à regarder les stratégies. Merci.